Je suis ravie de vous voir tous ici. Quelle image! C'est génial! Non mais c'est bien parce que vous représentez tous la jeunesse française en fait. Et je suis très contente de vous avoir avec moi parce que c'est le but, c'est de parler aux jeunes, c'est de parler aux gens qui ne comprennent pas. Et vous êtes donc tous les représentants de la jeunesse des partis politiques de France. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez à moi et aux gens qui nous regardent avec des mots vraiment les plus simples possibles parce que moi je ne comprends pas le jargon politique, les idées de chacun. Et puis on laissera après les gens qui nous regardent prendre leurs décisions et juger de qui ils veulent soutenir, mais au moins qu'on essaie de comprendre pour qui on doit aller voter. Donc c'est à vous de jouer ce soir. On va à la table. Rejoignez Cap Finance, leader de l'assurance vie, épargne, retraite en France. Avec Cap Finance, vous aurez la garantie de recevoir la meilleure formation de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Bozen, les sushis qui mettent tout le monde d'accord. Pour des repas au bureau ou entre amis, Bozen vous accompagne en toutes circonstances. Bon, alors nous voilà tous autour de cette table. Je suis ravie. Merci à tous d'avoir vraiment joué le jeu. C'est super important pour nous. Je vais vous demander à tous de vous présenter. Moi, je m'appelle Stanislas Rigaud, donc j'ai 22 ans et je suis le président du mouvement jeune qui soutient Éric Zemmour, donc Génération Z. Ok, donc Mini Zemmour. Mini Zemmour. J'ai lu ça sur internet alors. Dans ce cas-là. Moi, je m'appelle Alice Timsit, j'ai 28 ans et je représente Yannick Jadot. Voilà, je suis en charge de la mobilisation des jeunes pour la campagne de Yannick Jadot. D'accord, voilà. Super. L'écologie. L'écologie. C'est ça, l'écologie. Ok. Moi, je m'appelle Emma Rafovic, j'ai 26 ans et je suis porte-parole d'Anne Hidalgo. Du coup, c'est l'écologie et le social et la République. Ok. Bienvenue à tous. Moi, je m'appelle Guilhem Carayon, j'ai 22 ans et je suis le président des Jeunes Républicains, donc le mouvement de jeunesse de LR, et le porte-parole de Valérie Pécresse. Ok, bienvenue. Merci. Alexandre Nikolic, donc je suis président des Jeunes avec Marine sur la campagne présidentielle et je suis aussi président du groupe RN en Centre-Val de Loire. Donc représentant de Marine Le Pen, donc les Jeunes avec Marine. Voilà. Moi, je m'appelle Clémence Guettet. Je suis la responsable du programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. D'accord. Voilà, tout son programme pour changer la France en 2022. Ok, bienvenue. Merci. Moi, je m'appelle Mandy Tino, j'ai 29 ans et je suis porte-parole des Jeunes avec Macron. Et je me suis engagée avec Emmanuel Macron pour l'efficacité, l'économie et en même temps le social. Bienvenue à tous, bienvenue aussi. Et je m'appelle Léon Desfontaines, j'ai 25 ans et je suis secrétaire général des Jeunes communistes et porte-parole de Fabien Roussel, donc la campagne des défis des jours heureux. Ça fait du bien de parler des jours heureux ce soir. Ah, bon, alors soyons tous heureux ce soir, j'espère que ça va bien se passer. Alors, je vais vous mettre à l'écran une citation d'un candidat à la présidentielle. Cette phrase représentera un thème qu'on va pouvoir évoquer après, sur lequel on va pouvoir échanger et débattre d'une manière la plus claire possible, avec des mots les plus simples. Alors, la première citation. Qui a dit « Je veux baisser la majorité pénale de 18 ans à 16 ans pour lutter contre la délinquance des mineurs ». C'est n'importe quoi. Ça se situe de ce côté de la table. De droite, oui. Marine le propose, ça c'est sûr. Valérie Pécresse aussi. Alors, c'est Valérie Pécresse qui a dit ça. En fait, c'est une phrase qu'on a reprise de Valérie Pécresse. Est-ce que pour vous, c'est important de baisser la responsabilité pénale? Alors, responsabilité pénale, pour ceux qui nous regardent, c'est d'avoir un jugement comme un adulte, plus à 18 ans, mais à 16 ans, parce que je fais des bêtises, par exemple. Voilà. Donc, dès 16 ans, je peux être jugé et condamné comme un adulte. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'aujourd'hui, la violence, elle est faite par des jeunes qui sont de plus en plus jeunes, qui n'ont pas 18, qui n'ont pas 21 ans, mais qui ont 16, 17 ans. Donc il faut lutter contre cette insécurité qui pourrit la vie des Français et qui touche surtout les classes populaires, parce que c'est les classes populaires, les classes moyennes, qui vivent dans des quartiers dans lesquels il y a le plus d'insécurité. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre un stop à cette insécurité. C'est une des premières préoccupations des Français. Il faut qu'il y ait un électrochoc d'autorité, il faut que la justice elle fonctionne mieux. Il y a une faillite de la justice aujourd'hui, la justice elle est paralysée par les procédures. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus d'autorité pour établir la sécurité pour tous les Français. Ok, je vous vois dire non là. Non, mais à droite. Il veut. Non, enfin à droite, non mais pardon, mais à ma droite. Excusez-moi. Pardon. À ma droite. Non, mais c'est vrai. Nous, ce qu'on propose, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'agents sur le terrain, on a besoin de recréer du lien entre la police et les habitants, et il faut recruter des postes de police, des fonctionnaires de police.
Sarkozy, donc Pécresse se revendique, en a supprimé 12 000, je crois. Donc il faut maintenant en créer. Et nous, on propose. Sur le terrain, sous Nicolas Sarkozy, on propose. sous Emmanuel Macron. Ah oui, bah, tout le monde en a supprimé. Non, mais vous en avez tous supprimé. Alors, c'est vrai que Emmanuel juste, Macron, je vous reprends pour les gens qui vont regarder. Si vous C'est parlez en même temps, inaudible. ils vous comprennent pas. Donc Si ça on serait peut pas bien. refaire. Voilà, on va le laisser terminer. Ça peut durer 10 heures. Et Ouais, puis ouais. On le laisse terminer. Vas-y. Et donc il faut recréer du lien entre la police et les habitants, et donc il faut pallier aux postes qui ont été supprimés en effet par Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Et nous on propose notamment de recruter 30 000 postes de fonctionnaires de police pour recréer une police de proximité, recréer du lien et justement lutter contre l'insécurité, notamment dans les quartiers Alexander. populaires. Non, mais le vrai problème, il est judiciaire, parce que même si tu crées des postes de policiers et gendarmes en plus, ce qu'il faut faire évidemment, mais même si on les arrête parfois 10 fois, 15 fois, il y a une impunité parce qu'ils sont souvent pas condamnés ou à des peines très très courtes, parce que aujourd'hui, les peines sont pas appliquées. Donc il faut que les jeunes puissent être condamnés, il ne faut plus rien laisser passer dès la première infraction, dès le premier fait grave, il faut tout de suite aller en prison. Aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui se disent, je vais pouvoir recommencer 2 fois, 3 fois, 4 fois sans qu'il y ait rien. Et donc il faut aussi des centres éducatifs fermés parce qu'il faut redonner un sens. Il faut que les jeunes se disent l'exemple pour moi c'est d'être sérieux, de travailler et je vais mieux m'en sortir dans la vie. Aujourd'hui il y a trop de contre-exemples, il y en a trop qui peuvent dealer sans problème, il y en a trop qui peuvent voler sans problème et donc il faut changer de référence en fait. Alors chez Zemmour, on dit quoi? En 2 mots, en fait ça dépend vraiment de la gravité de la chose. Si quelqu'un de 16 ans commet un meurtre, caillasse des voitures, insulte des pompiers, enfin fait des choses graves, je pense que s'il a été en capacité de faire des choses graves, la peine doit s'adapter à ça. Mais je crois que c'est aussi important pour les gens qui nous regardent, qu'ils puissent comprendre que la prison, le but de la prison, c'est de protéger aussi les citoyens. Enfin, chacun a du coup sa vision, je pense, sur la table de la prison, mais pour moi c'est la première fonction de la prison, c'est aussi de protéger les individus, enfin les citoyens français qui eux sont justement innocents, sont des Français qui... Donc est-ce que tu veux dire que chez Zemmour, on dirait que ça dépend des délits? C'est ça que tu veux dire? Pour moi, je ne suis pas juge, etc., mais on ne juge pas de la même façon quelqu'un qui a volé, un gamin de 16 ans qui a volé une pomme à la volée qu'un garçon de 16 ans qui a assassiné quelqu'un. Enfin, Clémence, chez M. Mélenchon, vous en pensez quoi? En fait, il y a déjà une forme de justice pour les mineurs qui existe. Et par exemple, pour ce qui a été dit, c'est une bêtise parce qu'en fait, la récidive, donc le fait d'avoir déjà commis des délits ou des choses avant, ça aggrave les peines et ça fait que les gens qui ont 16 ans sont déjà condamnés comme s'ils étaient majeurs. Ça, c'est la réalité de la justice aujourd'hui. Après, je suis d'accord sur le fait qu'il faut remettre des policiers sur le terrain, mais il faut aussi changer ce à quoi ils se consacrent. Qu'est-ce qu'ils font de leur temps ? Aujourd'hui, et ça nous amène peut-être sur un autre débat, mais 60% de leur temps de travail, c'est consacré à faire de la politique du chiffre, donc arrêter des gens pour arrêter des gens, pas nécessairement pour ce qu'ils font, et notamment sur la question du cannabis. Ils passent beaucoup de temps à arrêter, contrôler des utilisateurs de cannabis. Et nous, on est pour dépénaliser le cannabis parce qu'on préférerait que les forces de police s'occupent des trafiquants, de ceux qui sont à l'origine des gros trafics, plutôt que les petits consommateurs qui passent dans la rue. Donc il y a aussi qu'est-ce qu'on fait faire à nos forces de police. Et donc nous, on dit qu'il faut en recruter et surtout leur faire autre chose que ce type de choses et donc dépénaliser le cannabis. Donc vous dites que peut-être que la police n'est pas utilisée comme il faut, c'est ça? Exactement. Et puis, pour finir peut-être sur la question des prisons, aujourd'hui, il y a une surpopulation carcérale, c'est-à-dire qu'il y a déjà trop de gens en prison et qu'il a été montré qu'en fait, bien souvent, les gens qui sortent de prison, c'est un système tellement surpeuplé, violent, tout ce qu'on veut, que ça pousse à la récidive. Et c'est une bonne question que tu posais justement pour des mineurs. En fait, il faut aussi faire de la prévention, de l'accompagnement, mettre des éducateurs dans les quartiers populaires, ce type de choses pour prévenir les délits, plutôt que sanctionner un gamin de 13 ans qui va aller en prison et qui finalement va tomber dans le pire par la suite. On est aussi pour la légalisation du cannabis parce que ça ne rime à rien en fait que les policiers courent après des dealers, des dealers, je peux terminer, des dealers de shit, ça ne rime à rien. Il faut concentrer la mission de la police là où c'est essentiel et surtout recréer du lien, voilà, remettre des policiers sur le terrain. Je veux dire, il y a des quartiers dans lesquels les policiers ils connaissent en fait les habitants et ça, on a besoin de ça, on a besoin de redonner confiance aussi aux citoyens et de recréer ce lien de confiance entre les citoyens et les policiers. Donc
voilà, est-ce que tu trépignes, mais il y a en fait il y a un manque de moyens réels. Il y a aussi une réalité, c'est que la police, il y a un taux de suicide immense quoi chez les policiers. Il faut remettre vraiment beaucoup de moyens pour qu'ils puissent se recentrer sur leur mission principale, à savoir protéger les citoyens et les citoyennes, être au contact d'eux. Et je suis également très favorable à ce qu'on mette beaucoup de moyens sur l'éducation, parce que c'est Victor Hugo qui disait ça, c'est faites plus d'écoles, vous ferez moins de prisons. En fait, Tout le monde va à l'école. Je sais pas si c'est le courant. Plus de moyens dans l'éducation, la prévention, et ça c'est extrêmement important vis-à-vis des jeunes, parce que la prison c'est un lieu où il y a de la surpopulation extrêmement violent et qui est très contre-productif finalement. On va passer au sujet la discrimination. Ça va chauffer là. Qui a dit « Je suis le meilleur défenseur des femmes. Je trouve la parité humiliante pour les femmes ». C'est un mec de droite en tout cas. L'extrême droite. Excusez-moi. En une phrase, ça veut dire quoi ça? Ok, en une phrase, en essayant d'être rapide, c'est que le problème aujourd'hui pour les femmes en France, c'est l'insécurité. Donc Éric Zemmour veut être le candidat qui va remettre en place l'ordre et la paix en France. Et la deuxième chose, c'est que nous, on n'est pas pour des quotas, on est pour le mérite. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui travaille, on la prend ni pour son sexe, ni pour ses origines, on la prend pour ses compétences. Et nous, on considère que ce qui compte, c'est le mérite, c'est le travail. Voilà. Et on est contre les quotas. Faut pas se faire avoir. Honnêtement, vous êtes avec un candidat qui aujourd'hui a eu des propos insultants envers les femmes. Allez, c'est parti pour la litanie. Si vous voulez, on peut rentrer dans le sujet là-dedans, mais je pense que ça a duré très longtemps pour le coup. Ouais. Moi, je suis d'être disciplinée et de pas trop parler, mais je peux pas non plus laisser tout dire. C'est juste sur ce sujet-là. Alice? Moi, ce que je trouve humiliant, c'est que 1% des viols ne soient pas condamnés aujourd'hui en France. Que seul 1% des viols soient condamnés. Que seul 1% des viols soient condamnés aujourd'hui en France. Ce que je trouve humiliant, c'est que les femmes à compétences égales n'aient pas le même salaire que les hommes. C'est ça qui est humiliant en réalité, c'est pas de mettre des quotas. Je veux dire, mettre des quotas, ça a permis justement de rétablir un déséquilibre profond, une injustice qui est telle qu'aujourd'hui on a besoin de mettre des quotas. Et c'est une Alors c'est-à-dire que pour la politique d'Éric Zemmour, on ne mettrait pas de règles strictes, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que l'employeur, il choisit une personne. C'est ce que mais quand elle parle de salaire, mais pour ça, nous, à compétence égale, ouais. À compétence égale, à expérience égale, si deux personnes, une femme et un homme, ont les mêmes compétences, la même expérience, etc., c'est salaire égal, évidemment. C'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr, mais nous, on est pour ça. Alors, voilà, il faut bien des règles si c'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'Éric Zemmour mettrait des règles pour justement, parce que ce qu'a dit Alice... Ça existe, mais après, par exemple, l'inégalité des salaires. Mais pareil, on va rentrer dans le truc qui est long. C'est que s'il y a une si grosse inégalité de salaire, c'est parce qu'on fait une moyenne de tous les salaires. Et en fait, en réalité, il y a les chefs d'entreprise, les mecs au poste, c'est souvent des hommes. Donc en fait, du coup, ça fait que si on fait une moyenne générale, les salaires des femmes paraissent inférieurs. Tu as dit que les chefs d'entreprise, c'était des hommes. Est-ce que c'est un hasard, du coup? Comment ça se fait? Il n'y a pas assez de femmes qui sont suffisamment compétentes pour être chef d'entreprise. Là, c'est un autre sujet, mais je pense non, c'est le sujet. Mais justement, en fait, désolé, mais il y a 70 ans, et aujourd'hui, les mecs qui sont aujourd'hui à la tête des grandes entreprises, c'est pas la même politique qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Mais tu dis les mecs parce que justement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans les ils sont montés comment les types parce qu'ils ont bossé? Est-ce que je peux juste... Et donc les femmes, elles bossent pas, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais tu vois, c'est dangereux en fait. Ils n'ont pas volé leur place. Ils n'ont pas volé leur place. Ils n'ont pas volé. Est-ce que vous pensez chez Macron qu'il y a une égalité aujourd'hui entre la femme et l'homme? Évidemment, non. C'est objectif, on l'a tous dit. Et c'est pour ça que dès 2018, il y a un index qui a été créé et il est maintenant obligatoire que les entreprises de plus de 50 salariés aient un index pour comparer les salaires entre les femmes et les hommes, avec des obligations de mise en conformité quand il y a des écarts de salaire trop grands. Et j'ajouterais quand même que le droit protège les femmes qui voient qu'elles n'ont pas le même salaire que leurs collègues hommes et peuvent totalement faire valoir leurs droits au tribunal. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Ok, merci. Et pour Monsieur Roussel? Un index n'est pas suffisant, on le voit, il y a encore des inégalités très fortes. Donc nous, c'est très simple. On laisse les entreprises elles ont un an pour mettre en place l'égalité salariale. Si elles ne le font pas, on met un administrateur public, en gros une mise sous tutelle, et on l'oblige de le faire. C'est cash, c'est révolutionnaire certes, mais au moins en un an, hop, c'est bouclé, égalité salariale. Alors, je voterai un revenu citoyen de 900 € par mois pour les plus de 18 ans. Qu'est-ce que c'est? Alors, excuse-moi déjà. Attends, parce que déjà, je me retourne vers toi, mais parce qu'il m'a induit vers Monsieur Jadot. Mais est-ce que c'est Monsieur Jadot qui a dit ça? C'est très probable. Alors, depuis lors, on est passé à 918, mais... Oui, bon. Voilà. Ok, très bien. Alors, c'est quoi? C'est très pratique, c'est très concret. Très bien. Un revenu citoyen, c'est quoi?
En gros, c'est un revenu que chaque citoyen pourra avoir pour vivre dignement. C'est un revenu de base, en fait, que chaque citoyen pourra obtenir pour vivre dignement, pour s'émanciper, pour... Demain, tu as 18 ans, tu reçois... 918 euros. 918 euros, De parce qui? que c'est de l'État. De l'État. De l'État. 918 euros. C'est pas le pour chômage. Payer, non. C'est une allocation. C'est une allocation, c'est D'accord. un revenu citoyen pour payer son logement, pour payer son alimentation, pour en tout cas avoir un revenu, un filet de sécurité, un revenu de base, un revenu minimum quand on est jeune, c'est souvent la Jusqu'à quel âge? tout... Jusqu'à la fin de Ouais, ses jours. Jusqu'à la fin de Donc ses c'est jours. c'est pas pour les jeunes, c'est pour le citoyen. C'est dès 18 ans, mais comme ça D'accord. bénéficie Oui, bien sûr. forcément bien entendu aux jeunes, mais pour tous les citoyens, Très bien. un revenu de base Parfait. dès 18 ans. Pour Madame Hidalgo, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Non, on n'est pas d'accord pour faire ce revenu citoyen-là. Cependant, ce qu'on pense, c'est qu'il faut aujourd'hui créer un revenu minimum garanti pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. Parce que c'est pas normal aujourd'hui que quand on est jeune, on soit complètement exclu des minima sociaux. Donc on veut faire en sorte que les jeunes puissent s'émanciper. Et aussi, on veut faire en sorte qu'à 18 ans, chaque jeune ait une dotation en capital, c'est-à-dire 5 000 euros, pour pouvoir faire des projets personnels, professionnels, étudiants, plein de Donc choses. je suis avec Madame Hidalgo. J'ai 18 ans, j'encaisse 5 000. Tout à fait. D'accord. Après tous les mois, je touche quelque chose ou pas? Un revenu minimum. De combien? C'est globalement le RSA, donc 564 euros. Donc ok, donc je touche moins tous les mois, mais je touche 5 000 à l'anniversaire. C'est pas pareil, c'est-à-dire que nous, ce qu'on Non, mais crée, c'est ça. c'est vraiment... Ouais, mais c'est vraiment Mais pour les jusqu'à jeunes. 25 ans. C'est pour les jeunes. C'est limité c'est à ça. 25 ans. Très bien. Le sujet suivant, la santé. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Il faut bien se rappeler que Emmanuel Macron était en train de répondre à une infirmière dans le cadre d'une interview au Parisien et qui disait justement qu'il se plaignait de n'avoir que des non-vaccinés en réanimation. Et après, concernant le pass vaccinal, on peut avoir peut-être ce débat, mais a priori, il devrait bientôt être terminé d'ici l'été. Donc l'idée, ça a quand même été momentané. Chez Monsieur Mélenchon? Alors nous, on est contre le pass vaccinal, on l'a dit à de multiples reprises. On pense qu'il y avait plein d'autres choses à faire. Par exemple, le fait de laisser les tests gratuits, parce qu'aujourd'hui c'est payant, donc les gens ne peuvent pas se tester s'ils n'ont pas les moyens. Le fait de lever les brevets sur les vaccins, parce que c'est une pandémie au niveau mondial, donc le problème ne se règle pas que en France. Et ça veut dire empêcher les gros groupes pharmaceutiques, qui font les vaccins notamment, de faire du profit sur cette pandémie-là. Et voilà, on avait une série de solutions, mais on pense que ça, c'est liberticide, autoritaire, et que les gens, ils en ont ras-le-bol de se faire parler comme si ils ne comprenaient pas la situation, qu'ils étaient irresponsables dans la crise sanitaire. Moi, je suis hallucinée de savoir qu'un président de la République dise emmerder des Français. Ou Clément Beaune, j'ai entendu, parle d'égoïste pour parler de manifestants. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Nous, on était pour l'obligation vaccinale, mais au-delà de ce débat sur le pass sanitaire, le pass vaccinal, moi, ce que je vois, c'est que c'est surtout l'expression d'un mépris du gouvernement et du président de la République pour les Françaises et les Français. Alors, pour Monsieur Jadot, pardon. Pardon. Pour Yannick Jadot, alors on est bien sûr à 100% pour la vaccination, contre le pass vaccinal. Moi je trouve que cette phrase elle est super violente en fait, elle est extrêmement méprisante et c'est encore un moyen d'opposer les gens entre eux. Je parlais de l'opposition tout à l'heure, entre la police, entre les jeunes de quartier, là on est toujours un peu dans la même logique de stigmatiser, opposer les vaccinés, les non-vaccinés. Moi, je la trouve très très violente. Emmerder, franchement, c'est pas digne d'un président de la République. Okay. Et nous, nos propositions, on n'est pas là pour faire le procès du président. nos propositions, on est là pour savoir si vos propositions, c'est pour ou contre. Nos propositions. Alors, on est contre le pass vaccinal. Okay. On est bien entendu pour la levée des brevets, parce qu'il faut impérativement, qu'on puisse vacciner le plus grand nombre de personnes possible sur cette planète. Et au passage, que les grands groupes pharmaceutiques ne s'enrichissent pas sur le dos de la santé des gens. Pour les tests gratuits, c'est le meilleur moyen de prévenir et de ralentir la progression du virus. Et aussi les masques dans les écoles, les capteurs de CO2 dans les écoles par exemple, pour permettre d'aérer plus fréquemment les classes. Encore une fois, réduire la propagation du virus. Okay. Donc voilà. Chez Éric Zemmour, est-ce qu'on est pour ou contre le pass vaccinal? Nous, on est contre, on trouve que c'est justement inutile. Et le jour où Éric Zemmour arrive au pouvoir, on supprimera
ce passe vaccinal qui est inutile. Et moi, ce que je regrette en un mot sur la politique d'Emmanuel Macron pendant toute cette crise sanitaire, c'est les incohérences, les mensonges et le mépris. Ensuite, on va passer au sujet suivant, la laïcité. Marianne n'est pas une femme voilée. Le voile est un acte de soumission. Valérie Pécresse, exactement. Est-ce que Valérie Pécresse est pour ou contre les signes distinctifs de religion, notamment le voile, les kippas, dans la rue? On laisse les gens, on laisse les Français libres de porter le signe distinctif qu'ils veulent dans la rue, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs. En revanche, il y a un communautarisme qui est très important dans la société, alors que la communauté nationale, elle est une et indivisible. Et aujourd'hui, il faut respecter ce principe de laïcité, faire en sorte que aujourd'hui, il soit à nouveau respecté dans tous les quartiers de la République. Moi, je vous parle là pour les femmes, parce qu'on m'a répondu souvent ça, que c'était un acte de soumission, mais il y a des femmes aujourd'hui qui ont l'envie de porter le voile. Donc ces femmes-là, est-ce qu'on leur fait enlever le voile en votant Valérie Pécresse ou pas? Non, pas dans la rue. Donc dans la rue, j'ai le droit. En revanche, la burqa, on est intraitable. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse Donc il y a une différence entre la burqa et le voile. La burqa, c'est le voile intégral. Tout Donc à fait. évidemment, pas de burqa dans la rue. Ok, très bien. Pour Madame Hidalgo. Nous, on croit que la loi de 1905, sur la laïcité notamment, c'est une loi d'équilibre, parce qu'elle amène beaucoup de choses. Et la laïcité, c'est quelque chose qui nous amène de l'émancipation, notamment dans nos vies. Et donc, on pense qu'il faut être très ferme là où la laïcité doit s'appliquer. Mais évidemment que dans la rue, les signes religieux n'ont pas à être interdits. Donc, on les laisse. Donc, ils ne sont pas interdits et on les laisse. Très bien. Pour Monsieur Roussel. Non, nous, on n'a aucun problème à ce que les personnes dans la rue puissent se vêtir comme ils le souhaitent, à condition que ça respecte la loi, bien évidemment. Mais on pense sur la question de la laïcité, la priorité, selon nous, c'est de mettre fin aux écoles hors contrat. C'est des écoles qui, aujourd'hui, permettent à des enfants d'être en dehors du système de l'éducation nationale et avoir notamment des lois qui ne sont pas les lois républicaines qui leur sont enseignées. Ok, merci. Pour Monsieur Macron. Pour les signes distinctifs sur la voie publique, c'est la loi, rien que la loi, c'est-à-dire que chacun est libre dans l'espace public de porter les signes distinctifs qu'il souhaite. Pour Marine Le Pen. On est contre le voile dans l'espace public parce que c'est une normalisation du fait de cacher sa féminité, cacher ses cheveux. Et on considère effectivement que c'est un acte de soumission, soit à d'autres personnes, donc sa famille ou d'un point de vue communautaire, soit d'un point de vue évidemment religieux, c'est factuel. Et on considère que cacher sa féminité pour se conformer à un livre écrit il y a 1400 ans dans des contrées lointaines et considérer ça comme une norme sur notre territoire, ça ne va pas avec les progrès qui ont été faits et l'émancipation des femmes au fil des années. Qui a dit Éric Zemmour, c'est le juif de service pour les antisémites? C'est Yannick Jadot. Alors, ça veut dire quoi? Bon, la formulation, elle est maladroite. D'accord. Non, mais c'est tout à ton... Mais attends, c'est vachement bien de dire ça. La formulation, elle est maladroite, mais il ne faut pas non plus détourner le regard. Aujourd'hui, il y a de l'antisémitisme et ça provient aussi, et cet antisémitisme, il est nourri aussi par l'extrême droite. Et il y a une réalité, enfin moi je m'appelle Timsit, hein, donc voilà, ma famille juive séfarade, il y a une réalité, cet antisémitisme, il est nourri par l'extrême droite. Quand on renie notre propre histoire, quand on remet en cause la Shoah, on est aussi acteur de l'antisémitisme. Et ça, c'est un problème. Et c'est ça que Yannick Jadot veut combattre, absolument. Enfin, on est bien entendu contre toutes les formes de racisme, mais l'antisémitisme, aujourd'hui, il est aussi nourri par l'extrême droite. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Et c'est ce que Yannick Jadot dénonce. Ok. Voilà le vrai visage de l'extrême gauche, voilà. Le vrai visage de l'extrême gauche, qui donne des grandes leçons et qui lance des fake news, voilà. Je crois que tout est dit dans cette phrase, en fait. Zemmour fait le juge de service. Imaginez Zemmour dire la même chose de quelqu'un d'autre. Voilà. Je n'ai pas commenté plus que ça. Je trouve cette phrase raciste et évidemment dégueulasse. Et donc, c'est la démonstration qu'il y a une gauche aujourd'hui qui est la principale cause du racisme en France, qui ramène l'identité à la génétique systématiquement, qui abandonne l'idée d'assimilation, l'identité spirituelle. Et la phrase, elle est représentative parce qu'ils ont l'habitude d'identifier les gens par la génétique. Et donc, c'est ce que Yannick Jadot fait. Il le fait systématiquement avec dans d'autres situations. C'est la gauche actuelle. On n'a pas de si, mais vous ne connaissez pas sa religion. Vous ne connaissez pas sa religion. Vous vous ramenez juste parce qu'il est d'origine juive. Donc, c'est une identité génétique, c'est du racisme. Et de la même manière. Et je suis profondément antiraciste et je trouve ça horrible. Clémence, tu as quelque chose à dire là-dessus ou pas?
S'entendre dire de la part du Front National que la gauche produit le racisme dans la société, c'est un peu fort quand même. Parce que voilà, pour nous, il y a des gens qui participent à augmenter les tensions sur les religions, notamment en France, et c'est M. Zemmour et Mme Le Pen. Donc honnêtement, je trouve que la phrase « Alice a défendu son candidat », moi je suis pas là pour... commenter ce type de choses, ça me paraît évidemment hors de propos, quoi. Mais plus largement sur l'antisémitisme, sur le racisme, s'il y a une responsabilité dans notre société, c'est quand même que les médias et l'extrême droite agitent des peurs qui ciblent quand même souvent les mêmes, et notamment les musulmans dans notre société. Donc voilà, c'est ça la responsabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut de l'apaisement. Parce que les gens de fait, ils vivent ensemble aujourd'hui. Ils se marient ensemble, ils font des enfants ensemble et notre société, elle est faite comme ça. C'est vrai que nous, c'est pas notre habitude de commenter les petites phrases, donc je laisserai le commentaire à mes collègues. Mais en revanche, l'idée, c'est de dire effectivement, il y a un climat qui est effrayant avec une extrême droite qui est quand même à 30% en France. Et il faut aller vraiment vers de l'apaisement. En France, on ne regarde pas les gens effectivement pour leur religion, pour leur couleur de peau, et c'est important de le rappeler. Et le gouvernement a beaucoup travaillé en ce sens-là. Et donc, il faut vraiment aller vers l'apaisement. Ok. Non, mais c'est une phrase qui est... vraiment, j'insiste. Nous, notre ligne, c'est qu'on ne commente pas les petites phrases. Après, oui, la phrase est... mon point de vue. C'est dire que la gauche, les écologistes sont racistes, Éric là, Zemmour, j'ai du mal à m'indigner pour Éric Zemmour, qui a quand même été... Qui a quand même... Ça faisait du mal avec les gens, mais... Était condamné pour injure raciale. Non, mais il faut dire... C'est pour ça que j'ai du mal à m'indigner pour ça. Non, mais le candidat Éric Zemmour a été condamné pour injure raciale, pour provocation à la haine raciale. Peut-être pour ça, mais on a d'autres choses à faire. Non, mais il faut qu'on remette un peu les pendules à l'heure. Moi, je pense que cette phrase, elle est très problématique. Elle est, bien sûr, il faut la condamner. D'ailleurs, même Jadot est revenu sur cette phrase-là. Il s'est excusé là-dessus ? Oui, il a dit expressément que c'était une formulation très, très maladroite. Mais il y a un problème. Selon moi, il y a quand même un problème. C'est parce que du coup, il fait passer Éric Zemmour pour une victime. Or, Éric Zemmour est coupable. Il est coupable notamment d'incitation à la haine raciale. Et ça vient détourner le problème. Donc, c'est un problème que cette phrase ait été prononcée. Et je tiens à remettre quand même... excusez-moi l'expression, l'église au centre du village, ou la mairie au centre du village plutôt. Mais M. Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale, et c'est ce sur quoi il fallait débattre, et c'est ce sur quoi il fallait insister. Et en effet, je pense qu'un président de la République ne peut pas avoir été condamné pour racisme. Et moi, je trouve ça très grave en fait, de vouloir ramener un citoyen ou une citoyenne à sa religion supposée ou à son identité supposée pour l'utiliser comme un argument politique. Mais c'est d'ailleurs ce que fait Éric Zemmour tous les jours quand il attaque les uns et les autres, quand il profère des propos racistes, sexistes, etc. Moi, je veux pas d'un guignol à la tête de ce pays, surtout pas un qui a été insulté et qui a été insultant, pardon, et qui a été condamné pour injure raciale. Et moi, je trouve que c'est très grave. Et effectivement, pas besoin de commenter finalement Yannick Jadot, je préfère condamner clairement Éric Zemmour. Condamner Jadot aussi dans ce cas soit cohérente. Je crois que j'ai été très claire. Pas assez. On refait un point sur un autre sujet d'économie. Je vous redonne la phrase. Qui a dit « Les riches sont des assistés » Ça peut être Fabien Roussel. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc. Donc Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire quoi ? Les riches sont des assistés. Alors c'était pendant un meeting et en fait il dénonçait la politique de Macron. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, en fait, il y a énormément de mesures qui ont été mises en place, qui sont des faveurs fiscales en faveur des très très riches ou des très très grosses entreprises, parce que le mécanisme est le même qu'on parle des individus ou des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des cadeaux, comme ça, sans contrepartie, qui sont faits aux très riches ou aux entreprises, notamment du CAC 40, mais d'autres entreprises évidemment. Et pour les plus pauvres, on a le droit de se serrer la ceinture. Quand il y a trop de mobilisation sociale, ils mettent des primes pour faire taire les gens, sauf qu'en fait, les gens n'en peuvent plus. Donc la dénonciation là, c'était pour remettre un peu d'égalité dans cette société et dire qu'avec nous, ça va être radicalement différent et que les riches devront financer les services publics, par exemple, à hauteur de leurs moyens.
Non, je voudrais juste te dire que la phrase, elle montre encore une fois que Mélenchon est très clivant et très agressif et que je ne sais pas si les riches sont des assistés, mais en tout cas, l'assistanat, ça rend riche parce que Mélenchon, ça fait 30 ans qu'il vit de l'assistanat politique en étant un élu politique et ça l'a rendu très riche. Donc je veux juste répondre sur cette phrase parce que c'est assez choquant de dire ça. Et juste sur, évidemment, les riches qui sont ici paient déjà beaucoup d'impôts. Le vrai problème, c'est tous ceux qui mettent de l'argent dans des paradis fiscaux, qui spéculent. Et pour ça, il va falloir mener une grande lutte, en fait. Et ça passe pas par une fiscalité plus importante. Ici, ça passe surtout par faire en sorte qu'ils paient leurs impôts ici. Vas-y, si tu veux. Clémence. Non, c'est juste pour dire que la fonction d'élu, aujourd'hui, c'est pas un emploi, mais il y a des gens qui sont élus et qui, en effet, touchent des indemnités. Je trouve que l'attaque est relativement injuste et violente. Donc, je ne m'appesantirai pas là-dessus, mais je tenais quand même à répondre là-dessus. Le sujet très important pour les jeunes, le cyberharcèlement. Voilà. Qui a dit « Je souhaite que le contrôle parental soit installé par défaut sur tous les smartphones, ordinateurs, tablettes, utilisés pour la sécurité de nos enfants. » Macron, non? Joker. Parce que moi, je suis pour. Emmanuel Macron. Ah ouais, hop. Ouais. Je sais pas si Voilà. Mais ça m'étonne pas parce qu'effectivement, Non, ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement, il y a eu un gros volontarisme politique sur ces questions-là. Ça n'a pas été facile du tout avec notamment la loi sur le cyberharcèlement. Il y a beaucoup d'influenceurs qui y ont travaillé, mais l'idée, c'est que désormais, le contenu doit être supprimé, un contenu haineux doit être supprimé en 24 heures. Je comprends ce que tu dis, mais comment on va pouvoir le faire supprimer en 24 heures? Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que moi, j'ai été harcelée sur les réseaux sociaux pendant des années, pendant des mois consécutifs. Et je te garantis que j'ai signalé peut-être 50 000 fois par jour les vidéos que j'ai eues sur mes enfants, par exemple, sur le corps de ma fille de 13 ans, sur ma fille de 10 ans, sur moi-même, et qu'il n'y a personne qui a supprimé rien du tout en 24 heures. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place aujourd'hui pour le supprimer en 24 heures? On n'est qu'au début. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement a souhaité, dès le début, taper fort. Après, sur la question des multinationales, parce qu'en réalité, qui est derrière ça, c'est les plateformes. C'est les plateformes numériques. Par exemple, Twitter, Snapchat, Instagram. Exactement. L'idée a aussi été de les taper au portefeuille. Après, d'une manière générale, il faut aussi voir plus loin et dire qu'il y a des questions finalement de pénal. Ça relève de la justice. Et donc, pour ça, toutes les équipes en matière de cybercriminalité ont été renforcées avec un renforcement d'agents. Mais il faut être honnête, c'est que le début, on est au tout début. Et donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on pourra faire développer ces dispositifs à l'avenir. Ma question, du coup, on peut tout faire sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est un monde qui n'est pas réglementé, contrairement au monde réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de police des réseaux sociaux. Et même si, quand je parle de ministère des réseaux sociaux, j'ai pu entendre « Ah, mais il y a déjà quelque chose, il y a déjà ça, numérique ou machin ». C'est tellement inexistant que nous, qui le subissons, on ne le sait même pas, on ne le voit pas. Les plateformes sont totalement inexistantes. Effectivement, on n'a aucun numéro d'appel avec des millions de followers. On ne peut même pas appeler quelqu'un sur les plateformes pour dire « Allô, je me fais harceler ». Alors imaginez-vous les pauvres gosses qui n'ont même pas cette puissance-là. Si nous, on ne l'a pas, imaginez-vous eux. Est-ce que vous êtes pour ou contre réglementer les réseaux sociaux à travers un ministère? Je ne pense pas que ça soit nécessaire de créer, après on parle d'un ministère, en tout cas c'est pas dans le programme d'Éric Zemmour, mais je pense qu'il y a plusieurs responsabilités. Il y a les responsabilités évidemment des patrons donc de Facebook, de nanana. Mais pas de création de ministère des réseaux sociaux. Je pense en fait, c'est pas parce qu'on n'en créera pas qu'on ne prendra pas le sujet à bras le corps. C'est-à-dire que c'est comme, je prends un exemple très simple, le harcèlement de rue, on n'a pas besoin de créer de ministère pour lutter contre. Mais là, c'est un monde à part. C'est pour ça que je parle de. Oui, mais en fait, ça touche l'éducation nationale, ça touche le ministère de l'Intérieur, ça touche la justice, ça touche la jeunesse. Donc toi, tu dirais plutôt que chaque ministère devrait prendre ses responsabilités à travers ou alors confier, c'est ce que je disais au début, ou alors confier cette tâche-là à un ministère en particulier. C'est un fléau. Nous, on est vraiment favorable à la création d'un organisme indépendant. Il y a ce volet-là. Il faut lutter
la lutte contre le cyberharcèlement. Simplement, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut sensibiliser aussi les enfants, les éduquer à avoir un sens critique, à les éveiller. Et je pense qu'à l'école, il faut impérativement mettre les moyens aussi pour leur apprendre à protéger leur vie privée, parce que c'est précieux de protéger sa vie privée et savoir aussi distinguer le vrai du faux, leur donner toutes les clés et tous les outils pour qu'ils soient complètement armés et voilà, mieux les préparer face à ça. Ça, c'est extrêmement important et dans le même temps, mettre le paquet pour lutter contre le cyberharcèlement en mettant les moyens pour avec un organisme indépendant. Donc on crée un organisme indépendant. Indépendant, pas forcément rattaché au... Voilà. Je ne suis pas certaine que ça passe par un ministère dédié. Je pense que c'est une question transversale qui malheureusement reflète de la violence qui existe, mais qui est amplifiée parce que les réseaux sociaux, c'est ce que tu disais, c'est un porte-voix pour des choses très chouettes et positives, mais aussi pour le pire. Et du coup, notamment pour les enfants, c'est 1 enfant sur 10, le harcèlement scolaire, qui est amplifié par le cyberharcèlement et qui fait que ça ne s'arrête plus, ni quand il rentre à la maison, ni à l'école. Donc, il faut renforcer la prévention à l'école, expliquer ce que c'est, donner des armes et des clés pour lutter. Et puis après, sur le cyberharcèlement, il y a un problème d'effectifs et de moyens à la fois pour la police d'Internet, pour le dire simplement, et à la fois pour la justice qui juge ça. Il y a une plateforme qui s'appelle Pharos aujourd'hui en France qui est chargée d'examiner les signalements dont tu parlais sur les réseaux sociaux pour violence. Il y a 54 personnes qui travaillent là-dedans. Donc évidemment, il faut remettre des moyens, c'est des centaines de personnes qu'il faut embaucher, parce qu'en fait sinon elles n'ont pas le temps de traiter... On ne connaît pas vraiment cette plateforme. Voilà. Elle n'est pas vraiment... c'est une plateforme gouvernementale à qui on ne donne aucun moyen, donc renforcer les moyens. Il y a un observatoire de la haine en ligne qui a été lancé dans le cadre justement de la loi contre le cyberharcèlement. Ils ont notamment un numéro qu'ils peuvent appeler et donc il y a aussi quand même un grand travail de communication auprès de la jeunesse qui a été fait. D'abord la prévention, ça vient des pouvoirs publics qui doivent être responsables. Il faut mener des campagnes contre le cyberharcèlement, contre le cybersexisme. Valérie Pécresse, elle avait fait ça à la région Île-de-France parce que c'est souvent les femmes, pour leur physique, qui sont moquées sur les réseaux. Et puis, il y a un travail aussi de sanction, c'est-à-dire engager un bras de fer avec les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'ils engagent des services qui s'occupent vraiment de ça. Et engager un vrai bras de fer, c'est-à-dire qu'on va arrêter de leur dire juste « vous faites le travail », ils ne le font pas et on leur dit rien. Il faut maintenant que c'est un sujet en fait, qui est infusé dans le débat public, tout le monde est d'accord, là on va tous dire la même chose, donc maintenant il faut agir. On en arrive à cette dernière question, on va terminer là-dessus, et on va casser un peu les codes. J'ai demandé au candidat à la présidentielle que j'ai suivi en très peu de temps, en quelques secondes, de me dire pourquoi, si je ne vote pas, pourquoi je devrais voter pour eux, d'une manière très simple. Et vous, je vais vous poser l'inverse. Pour qui je ne devrais pas voter et pourquoi ? Donc, Stanislas, tu commences ? Ok, je me jette dans l'exercice. Alors, j'aurais pu dire beaucoup de candidats, notamment Mélenchon qui me terrifie sur tout un tas de choses, mais je vais dire Macron parce que les autres n'ont pas forcément la même chance de gagner. Moi, je pense qu'il faut absolument éviter d'avoir Emmanuel Macron de nouveau au pouvoir pour 5 ans. On a vu ce que c'était Emmanuel Macron pendant 5 ans. C'est les gilets jaunes, c'est une crise sanitaire mal gérée, c'est une violence et une insécurité grandissante, c'est un islamisme galopant. Voilà ce qu'est le bilan d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est dû en même temps mal placé. Et moi, je pense qu'il faut absolument en terminer avec ce quinquennat. Et ils veulent 5 ans de plus. Nous, on veut 5 ans. On aurait aimé qu'il y ait 5 ans de moins. Voilà, donc je pense que s'il y a un candidat pour lequel il ne faut pas voter, c'est Emmanuel Macron. C'est en plus un candidat que je trouve démagogique. Donc, pour qui je ne dois pas voter, Alice ? Pour Éric Zemmour, parce que c'est la haine de l'autre. C'est la haine de l'autre, c'est la stigmatisation de toute une partie de la population, c'est toujours encore plus de haine, on montre les personnes les unes contre les autres, c'est le déni climatique, c'est être aveugle face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, le réchauffement climatique, et Éric Zemmour n'en prend pas conscience, n'en prend pas à la pleine mesure et surtout ne propose absolument rien pour lutter contre ce grand défi-là. Donc je m'arrêterai là, haine de l'autre. Enfin, nous, on est pour un projet du bien vivre ensemble. On n'a pas envie de mettre la France à feu et à sang. Elle est déjà à feu et à sang, donc ça tombe bien. Donc, non à Zemmour. Il ne faut pas voter pour l'extrême droite. Et je pense qu'il ne faut pas voter pour les candidats de l'extrême droite, mais comme Alice a déjà parlé d'Éric Zemmour, je vais parler de Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser confisquer cette élection. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle ne parle pas des vrais sujets, elle ne parle pas de social. C'est une extrême droite qui agite les peurs, qui agite plein de choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et surtout, c'est un pays avec eux qui est promis à la colère, qui est promis à la haine. Et je pense qu'on n'en veut pas. On a envie de vivre ensemble et on a envie de république. Ok, merci.
pour Valérie Pécresse, pour qui il ne faut surtout pas voter. Il ne faut pas voter pour le président Macron. Pourquoi ? Parce qu'il a énormément promis. Il est arrivé à la tête de l'État en 2017. Il a dit qu'il n'y aura plus d'impôts dans la rue d'ici 2 ans. Évidemment, c'était une promesse que personne ne pouvait croire. Il a dit « je vais augmenter le pouvoir d'achat des Français, la vie elle n'a jamais coûté aussi cher ». Toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas été réalisées. Il a échoué. Et je crois que c'est ça aussi qui cause le décalage entre les jeunes et la politique. C'est-à-dire qu'ils entendent des politiques qui leur parlent de choses qui ne vont pas tenir. Et du coup, ils n'y croient plus. Et du coup, ils n'y votent plus. Donc là, aujourd'hui, on fait un exercice qui consiste à réinciter les jeunes à aller voter. Mais pour ça, il faut des candidats qui parlent vrai et qui disent des choses qu'ils vont faire. Et je crois qu'Emmanuel Macron, il a menti aux Français. Emmanuel Macron, parce Pourquoi ? qu'évidemment, le clivage, ça sera le cas au second tour, ça sera Emmanuel Macron, Marine Le Pen, mais sur la vision globale, sur l'échec de la politique en matière de sécurité, en matière de pouvoir d'achat pour beaucoup de gens qui paient de plus en plus d'impôts, qui dépensent de plus en plus sans voir leur salaire augmenter, sur la définition de notre identité, sur notre souveraineté, sur tous ces sujets, il faut absolument tout revoir et Marine Le Pen l'incarnera. Bon, pas d'extrême droite évidemment, mais quand même il y a quelqu'un qui gouverne depuis 5 ans, donc c'est Macron. Il a été condamné pour son inaction climatique, donc il fait rien pour notre futur. Il a laissé les jeunes dans la galère pendant toute la crise sanitaire notamment et aujourd'hui encore. Il propose pas d'avenir, il a réprimé les mobilisations sociales comme les gilets jaunes. Donc pas voter pour Macron, et puis nous avec Jean-Luc Mélenchon on fera l'inverse. J'aurais tendance à dire Valérie Pécresse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a complètement retourné sa veste. Elle a oublié d'où elle venait. Elle tire vers l'extrême droite. Honnêtement, le discours de Valérie Pécresse n'est pas mieux que celui de Zemmour ou que celui de Marine Le Pen. Et surtout, les rares bonnes idées économiques qu'elle propose, en fait, on les a déjà faites. Moi, ça sera Éric Zemmour, clairement, parce que il se construit autour de la peur, de la haine, du racisme et du mensonge. Et je pense que ce n'est pas bon. Il joue sur le désespoir des gens et que sur le projet économique, il est un projet qui va encore plus loin que celui d'Emmanuel Macron. C'est la retraite à 64 ans, je crois. C'est Parcoursup, mais dès le collège, celui-ci. Et c'est très loin de projet des jours heureux, du bonheur. Et nous disons que le bonheur est accessible et que si on vote Zemmour, malheureusement, on risque de le condamner. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre implication. Merci à pour toi. toutes vos réponses. Merci d'avoir joué le jeu. Je sais que ce n'était pas ce que vous avez l'habitude de faire. Je remercie aussi Bozen, je sais que vous êtes à place aujourd'hui, mais Bozen qui nous a permis de produire cette vidéo. Et puis, écoutez, à bientôt. On a hâte de savoir qui va passer parce que là, ça devient un vrai challenge là. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci.